Geneviève Filion. Radio X. OK, de retour sur Radio X, c'est méga mercredi. Beaucoup de choses aujourd'hui. On y va tout de suite. On a la chance d'avoir le docteur André Dontigny qui est toujours disponible depuis qu'il est en charge de la santé publique. Chanceux de l'avoir et chanceux qu'il nous parle à chaque fois qu'on lui demande. Docteur, bon midi, bienvenue à Radio X. Bonjour, M. Filion. Comment trouvez-vous... en fait, je vous demande, est-ce que ce qui s'est passé hier avec M. Legault, est-ce que la santé publique de Québec, le fait qu'on est encore en rouge, alors que vous avez vous-même parlé il y a quelque temps avec un nombre de cas en bas de tel nombre, etc., que nous devrions être en orange et nous sommes toujours en rouge. Est-ce que c'est une décision politique ou la santé publique de Québec ou celle de la santé publique en charge, donc celle de M. Arruda? Est-ce que vous êtes parlé, vous êtes où là-dedans, là? Oui, premièrement, on s'est parlé, comme j'ai peut-être eu déjà l'occasion de vous le soulever, M. Filion. On a des rencontres ensemble des directeurs et des directrices de santé publique avec Dr Arruda. On fait nos recommandations. Ça permet à Dr Arruda par la suite de faire état au ministre de la Santé et au premier ministre des recommandations du côté de la santé publique. En ce qui concerne notre région, la région de la capitale nationale, de demeurer présentement en zone rouge, oui, ça faisait partie des recommandations parce que la situation s'améliore, oui, mais encore insuffisamment stable. Puis on espère que les prochains jours vont venir nous confirmer que cette amélioration-là se poursuit. Alors, j'espère de tout cœur qu'on pourra avoir encore de meilleures nouvelles dans les prochains jours, puis en prévision du 22 février, mais pour moi, c'était une approche absolument prudente à ce moment-ci, compte tenu de la situation. Je comprends. Oui. Donc, ce que vous dites, c'est que vous êtes d'accord, parce que nous, on se posait la question, est-ce que c'est politique? Parce que si je me fie à ce que vous avez dit il y a quelques jours, ou peut-être une semaine et demie ou à peu près, le jour où la région de Québec sera à moins de 75 cas de moyenne, on est à 61 depuis 9 jours, qu'il y aura des baisses d'éclosion assez marquées, on est passé de 101 à 77. Le nombre d'hospitalisations est de 107 à 82 dans la région de Québec, mais de 82, il y en a 30 là-dedans qui sont guéris et qui sont là à l'hôpital pour, vous devez savoir plus que moi, là, mais ils sont guéris, eux autres. Donc, le vrai chiffre, c'est 52 personnes soignées à Québec avec une moyenne de 61 cas par jour. Si on peut pas être en zone, puis la zone orange, en passant, elle a comme changé, elle n'est pas aussi permissive qu'elle l'était à l'automne. Si on peut pas être en zone orange, on va l'être quand? À 0 cas, à 0 personnes à l'hôpital, on va l'être quand? Écoutez, présentement, depuis la semaine dernière, depuis la semaine du 24 au 30 janvier, donc ça fait maintenant à peu près une semaine, où tant du côté des cas que du nombre journalier d'hospitalisation qui fait en sorte qu'on a à peu près, je voudrais pas débattre là, sur le chiffre que vous avez amené, là, ce que j'ai comme information, là, c'était près de 70 hospitalisations au moment où on se parle. Mais avec ces informations-là, c'est que oui, objectivement, là, si on prenait le chiffre d'une journée, dans une journée donnée, de dire oui, nous sommes rendus dans ce qui nous permettrait de considérer que nous sommes en zone orange. Mais la préoccupation est une préoccupation de stabilisation de cette donnée-là. Parce que en tout cas, la lecture que j'en fais, le diagnostic que l'on porte là, du côté de santé publique, c'est qu'on a tout intérêt à ce que la situation soit la plus stable possible, puis je l'espère la meilleure possible aussi, pour que au moment où on va pouvoir considérer passer un palier orange, bien, on ne sera pas dans une situation où il pourrait y avoir détérioration rapide par la suite, puis on se retrouve de nouveau dans une situation de palier rouge, ce qui serait fort probablement mais on parle de quoi? Une semaine? On parle d'une autre semaine? On a 10 jours au niveau... Parce que là, ça semble stable depuis quasi 2 semaines. Est-ce que vous voulez une semaine de plus ou vous voulez un mois de plus? On est à peu près dans cet ordre-là. Là. D'ici une dizaine de jours, si la situation continue à s'améliorer, tant du côté des cas, du côté de des hospitalisations, si on est dans une situation où on n'a pas recrudescence d'éclosion, vous savez, le milieu scolaire a ouvert, voilà, maintenant 3 semaines. Depuis l'ouverture du milieu scolaire, on observe quelques recrudescences dans certains milieux, donc chez des élèves et des étudiants, il y a une certaine recrudescence, donc il faut être aussi sensible à cette situation-là. Mais de manière
générale, objectivement, c'est en train de s'améliorer. Donc, on s'approche vraiment du moment où si tout ça se poursuit, puis si cette responsabilité de l'ensemble des citoyens se poursuit, on sait que la vaste majorité des gens s'engagent correctement pour ce qu'ils mettent en application des mesures de prévention qu'on connaît bien, là, le 2 mètres, le masque, se laver les mains, etc. Donc, si cette situation-là continue à se poursuivre, puis qu'on a cette stabilisation, bien, on va pouvoir passer à un autre niveau. Je me permets de dire, on dit souvent cette image que la lumière est au bout du tunnel, mais elle est au bout du tunnel. On est encore dans le tunnel, mais on semble s'approcher. J'espère qu'on s'approche d'une situation qui est meilleure. On l'espère. Je le souhaite comme vous. On l'espère, puis on espère que le politique va vous entendre au moment où vous allez appeler à nous mettre en jaune-orange. Je sais que vous êtes sur la Rive-Nord, mais vous avez des discussions avec les autres directeurs. On a beaucoup d'auditeurs, on a autant d'auditeurs sur la Rive-Sud que la Rive-Nord. J'imagine que le discours que vous venez d'avoir là, est-ce que c'est un discours qui pourrait ressembler à celui de la Rive-Sud si je parlais avec votre collègue de l'autre côté? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se ressembler pour les deux? Ça pourrait, mais en toute franchise, je pense que je vais vous inviter à parler à Dr. Romero parce que je voudrais pas parler au travers de mon chapeau. Parfait. On a appris hier que, et c'est un peu ce qui est tannant dans les... Puis, j'en tiens pas rigueur, là, je sais que la santé publique, on sait que vous êtes... À un moment donné, la santé publique était challengée pas mal par un peu tout le monde, mais moi, j'ai l'impression depuis longtemps que vous êtes pas mal plus avec nous que contre nous. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que le politique veut pas utiliser beaucoup de science. J'imagine que de votre côté, vous utilisez quasiment que la science et le data. Hier, on nous dit plein d'affaires, mais on s'est jamais appuyé sur un minimum de science. On nous dit on garde le couvre-feu. À bien des endroits dans le monde, le couvre-feu, le confinement, tout ce que la fermeture de ci, fermeture de ça, c'est contesté par des gens très, très spécialisés. Le couvre-feu, on nous dit on le garde parce qu'on pense que ça marche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, qu'est-ce qui nous dit que ça marche alors que les cas partout en Amérique diminuent, même pour les États à la même vitesse que le Québec, même pour les États nord-américains sur les 60, qui ont quasiment pas confiné, qui ont été beaucoup plus yéyés que nous autres, c'est la même baisse ou à peu près, autant pour les hospitalisations que les cas. Donc, comment on fait pour dire à la télévision, puis je sais que vous allez me dire que vous ne pouvez pas répondre pour le premier ministre, mais est-ce que le couvre-feu fonctionne? Et si c'est vrai, comment il fonctionne? Quelle est la science derrière ça? Vous avez raison, je vais répondre pour moi, M. Fillon. Écoutez, comme vous le soulevez, c'est qu'on essaie d'utiliser le plus de science possible dans un contexte où toute la science n'est pas toujours au rendez-vous. Puis je vais vous faire une comparaison simple. Lorsqu'on a des données de vaccins ou des données qui concernent, par exemple, des médicaments pour lesquels on peut mettre en place des études qu'on appelle randomisées à double insu. Là. Ce que ça veut dire, au fond, c'est des études qui sont contrôlées, qui sont extrêmement robustes et qui nous permettent de dire, ben voici, c'est clair, ce médicament a un taux d'efficacité, disons, de 90%, ou ce vaccin a un taux d'efficacité de 90%. La robustesse méthodologique est au rendez-vous pour pouvoir affirmer ça. Lorsqu'on arrive dans des mesures qu'on pourrait qualifier davantage de mesures, certains disent non pharmacologiques, non pharmaceutiques, ou de mesures dans la communauté, la robustesse des études qu'on utilise peut pas être similaire à ce que l'on fait pour des vaccins et des médicaments. Vous comprendrez assez facilement qu'on peut pas se retrouver de faire une intervention dans une ville comparée à une autre ville, puis que les gens sachent pas qu'on est en train d'intervenir d'une manière ou d'une autre. La notion de placebo, ça se place pas de la même manière. Donc, par exemple, ce que l'on va voir, c'est comment ça fonctionne chronologiquement. On fait des analyses, il y a des gens qui vont faire des études pour pouvoir analyser l'évolution dans le temps. Exemple, du côté de la France, du côté dans la période de novembre-décembre, puis avec la fermeture qu'il y a eu dans certains départements français en janvier, bien, on peut suivre la façon dont ça a évolué dans le temps, puis ça permet par la suite de dire, ben, il semble que le couvre-feu soit une mesure efficace. Donc, il existe au moins un endroit où la santé publique française a pu regarder du fait que, justement, la façon dont ça a évolué, ça n'a pas évolué au même moment dans toutes
dans toutes les parties de la France, et ils ont pu en arriver à la conclusion que ça semblait être une des mesures passablement efficaces. Lorsqu'on regarde, nous, de notre côté, depuis la fermeture le 8 janvier dernier, et on réalise que c'est à ce moment-là qu'on a eu, dans les jours qui ont suivi, cette réduction marquée du nombre de cas au Québec. Ça a été le cas, ouais, mais c'est partout. Particulièrement en ce qui concerne la région de la Capitale-Nationale. Oui, M. Donsigny, c'est partout. C'est pas seulement le Québec, c'est à la grandeur. Même la fameuse Suède, un peu folle aux yeux de plusieurs, c'est partout à peu près. Le pic est le même, à peu près la même journée, à une journée proche, partout. C'est ça qui est le plus intriguant. Vous allez me dire, bon, dans le virus, on en a vu d'autres. Effectivement, le virus, il vient quand il décide d'arriver, puis il part quand il décide de partir. Mais c'est ça qui est intriguant. C'est que on semble avoir des endroits où ce que c'est un peu, comme je disais tantôt, un peu yéyé. Il y en a pas de couvre-feu. Et la pente est exactement... On peut prendre les graphiques et les mettre un par-dessus l'autre, puis on perd un peu l'endroit qu'on est en train d'analyser. C'est à ce point-là. C'est ça qui m'embête dans tout ça. Je comprends qu'on peut être dans une situation où ces comparaisons-là sont pas nécessairement évidentes. Comme je vous disais, d'arriver, encore une fois, de dire le couvre-feu, c'est clairement efficace. Toutes les études sont là, comme on en dispose pour des études à l'égard des vaccins et autres. Justement, ça a des limites. Puis on sait aussi, c'est qu'on a de multiples facteurs. Qu'est-ce que l'on sait qui, effectivement, dans les faits, là, donne les résultats? C'est du fait qu'on ait pas de rassemblement, où on a des situations de contact significatif, que les gens puissent se retrouver à plus de 2 mètres ou suffisamment isolés. Dans ce moment-là, le virus ne peut pas se propager. Ça, on le sait objectivement. Écoutez, vous allez me dire, c'est totalement théorique, là, mais on resterait tout le monde, chacun d'entre nous, dans nos maisons, pendant 14 jours, tout le monde, et c'est clair que le virus ne se propage plus. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine charge virale entre 2 individus pour qu'une autre personne puisse éventuellement être suffisamment exposée et se retrouver et se retrouver infecté, voire être malade sévèrement. Donc, ça prend cette propagation du virus. Mais maintenant, là où cette science-là nous limite, c'est qu'on doit mettre en place une multitude d'interventions, dont ces mesures de prévention. Là, on l'espère. L'arrivée du vaccin va nous donner une situation qui devrait nous permettre, ça va être malheureusement, encore une fois, dans quelques mois, de sortir de cette situation difficile que l'on vit, qui est quand même exceptionnelle historiquement. Et on essaie d'avancer de jour en jour, de semaine en semaine, en fonction des meilleures données scientifiques. Mais je comprends qu'il puisse y avoir de la controverse, puis que tout n'est pas noir ou blanc en ce qui concerne ces résultats-là. Mais semble-t-il que couvre-feu, moins de rassemblements, probablement un renforcement au travers de ça de l'engagement de l'ensemble des personnes, des citoyens du côté de la Capitale-Nationale comme ailleurs au Québec, a fait en sorte que le virus s'est moins propagé, puis là, on est dans cette situation qui s'améliore. Parce que là, c'est pas seulement que la vilaine Radio X qui parle que les méthodes de confinement, on voit de plus en plus d'études. Vous allez me dire que ces études-là vont être revues probablement dans 1 an, dans 2 ans, puis on va faire le bilan de ça, puis peut-être qu'on va arriver à autre chose, mais pour l'instant, de plus en plus de voix s'élèvent dans différents milieux, que ce soit en Allemagne, que ce soit, là, on a dans la presse de ce matin, donc ça, là, c'est le journal La Presse qui habituellement est assez poli avec tout ce qui se passe. Et là, Marie-Claude Lortie parlait après la conférencière avec quelqu'un de Stanford, puis dit, ouais, les couvre-feux, les magasins fermés, les restos fermés, les confinements. On va vous dire que ça donne pas grand résultat. Ce qui donne des résultats, c'est le lavage de mains, c'est la distanciation sociale. Il y a des choses, mais il commence à y avoir beaucoup de gens qui se lèvent contre cette tactique-là, ce moyen d'éliminer le virus. Et surtout quand on voit que les résultats semblent être un peu pareils partout, peu importe ce qu'on fait ou on ne fait pas. Vous avez parlé du vaccin. Il y a j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui sont dans le milieu de la santé, qui sont protégés avec la première dose, mais qui n'ont pas de date pour la deuxième. Puis je sais que c'est en dehors de votre sort, en fonction qu'il y a des gens qui s'occupent de distribuer les virus, les vaccins, et que là, ça commence à être compliqué d'avoir les doses, etc. Je veux pas embarquer là-dedans. Mais est-ce que pour la santé publique, c'est inquiétant de pas savoir qu'on a des dates fixes puis qu'on est prêt pour la deuxième dose pour le personnel dans les CHSLD et les hôpitaux? Écoutez, c'est sûr que ce serait beaucoup plus rassurant de disposer de l'ensemble des vaccins qu'on souhaite avoir, qu'on était censé avoir,
puis pour lesquels il y a des délais. Puis c'est sûr que ça va créer certaines difficultés, mais ce qu'on espère, au fond, lorsqu'on fait état de cette deuxième dose qui doit être donnée, qu'il s'agisse du vaccin Pfizer ou Moderna ou la plupart des nouveaux vaccins qui s'en viennent puis qui seront éventuellement approuvés, bien on sait présentement, ou du moins il y a une appréciation scientifique qui est faite jusqu'à maintenant à l'effet que on peut à tout le moins aller jusqu'à 40-42 jours. La Grande-Bretagne, le Québec s'est orienté vers un 90 jours sur la base d'une analyse qui est faite de la réponse immunitaire. On sait que ça peut être jugé controversé. La situation épidémique du côté du Québec fait en sorte que le premier mouvement à faire, c'est assurer qu'il y ait le plus possible de personnes qui sont potentiellement vulnérables ou qui peuvent le transmettre, comme les travailleurs de la santé, qui reçoivent une première dose pour pouvoir contribuer à réduire cette transmission puis le risque que des gens soient atteints sévèrement. Mais encore une fois, on est dans une situation où il faut observer de semaine en semaine comment est en train d'évoluer la réponse immunitaire par rapport à ces vaccins-là. Donc, pour l'instant, je vous dirais, puisqu'on nous soulève qu'on devrait avoir des approvisionnements requis et que normalement, avec la vous devez pas aimer ça. Monsieur Dontigny, vous devez pas aimer ça quand même qu'on dise il semble y avoir un consensus pour 42 jours, puis nous autres, on veut aller à 90. Je comprends quand vous me dites, il y a, ça peut être un sujet où on peut se chicaner un peu. Je comprends que pour la santé publique, c'est quelque chose que vous aimez pas trop. Vous aimeriez plus qu'on soit proche du 42 que du 90. Écoutez, je vous dirais très clairement, puis on souhaiterait disposer de toutes les doses puis de pouvoir être en mesure de vacciner dès demain matin l'ensemble de la population, l'ensemble des à peu près 600 000 personnes qu'on souhaite vacciner dans la région de la Capitale-Nationale, mais on sait que ça sera pas ça la réalité. Le 90 jours, compte tenu de ce que l'on sait d'autres vaccins, compte tenu de ce que l'on sait de la réponse immunitaire, c'est une position d'experts reconnus qui sont du Comité d'immunisation du Québec, des experts solides en immunologie, en épidémiologie. On comprend que ce type de recommandation-là entraîne une certaine controverse parce que, idéalement, si on prend par exemple Pfizer ou Moderna, ce que recommande le fabricant, c'est que la deuxième dose arrive en 14 jours ou en 21 jours selon le vaccin, mais de pouvoir attendre plus longtemps puis avoir une réponse immunitaire qui est correcte. Il y a des analyses et des positions qui sont prises à l'effet que ça peut être tout à fait adéquat et prudent. C'est sûr, encore une fois, dans un monde idéal, à 42. on dispose de toutes les... À 42 jours. 42 lorsqu'on pense à la position du comité consultatif canadien. Mais les gens qui m'écrivent, ils me disent, ouais, mais moi, si j'ai mon deuxième vaccin au 81e jour, au 87e jour, au 79e jour, on est-tu certain que ça annule pas que le premier est déjà éteint puis que finalement, je repars à zéro? C'est ça leur questionnement? Présentement, on comprend qu'il est très, 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 très probable que cette réponse immunitaire soit bonne, même avec un délai de cette nature-là. Mais encore une fois, je vous soulève ça, mais vous savez que vous allez entendre de certains experts en immunologie qui vont être un peu plus inquiets là-dessus. Chose certaine, l'idéal, c'est qu'on puisse disposer des 2 doses. On l'espère dans 90 jours, mais on sait qu'avec d'autres vaccins, par exemple le vaccin contre la coqueluche, aussi les vaccins contre l'influenza, on peut avoir des réponses immunitaires qui sont excellentes, passer les délais de 42 jours, de l'ordre de 90 jours. La réponse immunitaire, ce boost, excusez-moi, là, je cherche le terme français, existe, puis il est possible avec des délais qui peuvent être de cet ordre-là. Mais on comprend encore une fois que dans un monde idéal, on souhaiterait que ça puisse être donné plus tôt. On a pris la décision du côté québécois, puis soutenu par des experts à l'effet que on pouvait attendre, franchement, sans trop s'inquiéter. Maintenant, ce qu'on va espérer, c'est que les vaccins soient au rendez-vous. J'ai 2 dernières questions pour vous. Je sais que vous êtes sur votre heure de lunch, mais je suis chanceux de vous avoir. Je vous garde un peu. Le variant, que ce soit, peu importe, le britannique, le brésilien, ou je sais pas trop quoi, celui de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Parce que là, ça sert beaucoup les médias, mais encore une fois, on va se tourner vers le data. Je prends le data de où vient le variant britannique. Donc, United Kingdom, ça inclut également le data de l'Irlande.
Eux autres aussi sont sur une pente de ski qui est aussi prononcée que le Mont-Sainte-Anne sur le nombre de cas et d'hospitalisation, qui a effectivement eu un boom pendant le temps des fêtes et la première semaine de janvier. Et là, ça s'est calmé. Est-ce qu'il y a des gens qui s'amusent avec ça pour continuer à avoir le confinement puis continuer à vivre dans ce que nous vivons actuellement? Ou vous êtes vraiment inquiet du variant, que ce soit le britannique ou un autre? Ben, au fait, on pourrait être inquiet de tout variant. Puis encore une fois, c'est que plus on va être en mesure d'immuniser rapidement, moins il va y avoir de virus qui vont circuler, puis moins on aura de mutations qui peuvent entraîner des mutations plus complexes qu'on appelle les variants. Mais pour l'instant, c'est qu'on sait que dans la situation épidémiologique actuelle de par le monde, il y a des variants qui peuvent être qui peuvent être observés. Et bon, qu'est-ce qu'on sait par exemple de celui britannique? Il semblerait qu'il est davantage transmissible, de l'ordre de 40 à 80% plus transmissible. Mais pourquoi leurs chiffres sont autant en baisse? C'est ça. Ça, c'est l'autre aspect. C'est que on peut avoir un virus qui est davantage transmissible, mais si on met en application l'ensemble des mesures d'une manière la plus stricte possible, ben ce virus-là, comme d'autres, ne pourra pas sauter sur la personne à plus de 2 mètres et ainsi de suite. Donc, plus les mesures sont mises en place strictement, malgré le fait qu'on aurait des variants qui sont plus transmissibles, puis au fait, une des inquiétudes, c'est est-ce qu'on va s'assurer, est-ce qu'on va pouvoir être en mesure de s'assurer que les vaccins vont pouvoir répondre efficacement aux nouveaux variants? Ça semble être le cas pour ce qui est du variant britannique. Mais plus donc on aura cette situation-là où des variants sont davantage présents, ben plus il faut être attentif, parce que en tout cas dans le cas particulier, dans celui dont on parle, ben c'en est un qui se transmet plus facilement. Mais comme l'histoire nous dit, M. Dontigny, ça peut répondre. Oui, M. Dontigny, l'histoire nous dit par contre, c'est peut-être pas le cas de ce virus-là, mais plus souvent qu'autrement, même quasiment, en tout cas très 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 souvent, de ce que je comprends, plus un virus est contagieux et plus il s'affaiblit. Est-ce que ça peut être le cas? Je suis pas sûr de bien saisir votre question. Vous dites plus un virus est contagieux et plus il est faible. Je serais un peu embêté de vous donner une réponse tout à fait directe à cette question-là. C'est qu'on peut avoir des virus qui se propagent beaucoup. Chose certaine, c'est que si un virus est extrêmement sévère et qu'il a pour effet d'entraîner des décès rapidement chez les personnes qui sont atteintes, vous comprenez que la personne qui est décédée ne pourra pas transmettre le virus par la suite. Donc, oui, le virus meurt dans la personne. Ben, c'est ça. Mais on peut avoir des situations, de toute façon, on ne vit pas depuis des mois, là. On a une situation où on a à la fois un virus qui est transmissible, qui est suffisamment transmissible de manière asymptomatique, symptomatique, de telle sorte que ce soit, entre guillemets, gérable chez une bonne partie de la population, mais qui a des effets absolument majeurs et délétères chez des personnes plus vulnérables. Donc, c'est ça à quoi, là, présentement, on est exposé. Mais pour en revenir, pour avoir une réponse plus juste, par exemple, en ce qui concerne le variant britannique, il semble pas présentement que ce soit un virus qui soit plus sévère. Sauf que parce que plus facile à transmettre, bien, il va entraîner potentiellement chez plus de personnes des complications. Oui, c'est ça. Ouais. Dernière question, parce que je suis parent. J'ai 2 ados qui pensaient aller au championnat du monde de cheerleading à Orlando en début de première semaine de mai. C'est leur vie. Bon, très disciplinés à l'école, mais c'est ce qui les motive dans leur jeunesse, les amis, mais beaucoup le sport. Tous les parents qui nous écoutent sont au même point. Je sais pas si vous êtes parents d'ados, même plus jeunes. Est-ce que la santé publique, je sais que vous allez me dire oui, mais est-ce que on peut avoir de l'espoir que nos gars vont jouer au hockey, qu'il va y avoir de quoi, qu'on va pouvoir leur donner quelques semaines, parce que là, on est en train d'en échapper. Moi, j'ai des histoires de parents, de pères qui m'écrivent. C'est des histoires tellement tristes de jeunes qui étaient motivés puis que là sont en train d'abandonner. J'ai tellement hâte. J'imagine, M. Dontigny, que vous avez ça en priorité dans votre liste. Je suis correct, le Costco, on va vivre avec. Des fois, quand il est fermé, il y a bien des affaires qu'on va vivre avec. Mais nos jeunes, est-ce que vous avez un peu d'espoir pour eux? Ben écoutez, je partage la préoccupation qui concerne les adolescents, qui concerne nos jeunes, qui concerne les jeunes qui sont entre cégep à l'université. On comprend qu'on vit présentement une situation historique qui peut être extrêmement difficile. Parfois, dans certains milieux, exemple, des jeunes qui se retrouvent dans des programmes de sport-études,
soutenus par leur coach ou les personnes qui les soutiennent dans leur sport particulier, trouvent des façons de s'adapter malgré le fait qu'ils ne peuvent pas réussir à pratiquer leur sport tel qu'ils le voudraient. Donc, réussit à créer des réseaux qui demeurent solides pendant cette période-là, mais on comprend que c'est pas du tout une situation évidente. On a-tu de l'espoir? Ma question est simple. On a-tu de l'espoir? Avec les chiffres qu'on a, ce qu'on a parlé au début, oui. Est-ce qu'on pourrait avoir une surprise si la stabilisation se poursuit, ce que vous m'avez parlé d'une dizaine de jours? Allons-y sur 2 semaines. Est-ce que le politique pourrait nous surprendre en nous disant on donne une fin de saison à nos jeunes hockeyeurs, on donne une fin de saison à nos jeunes qui jouent au basket, à nos filles qui font du cheerleading, qui font de la natation, etc. Est-ce qu'on a une chance? Écoutez, c'est très difficile à répondre parce que, au fait, vous soulevez certains types d'activités sportives qui peuvent signifier des contacts qui sont relativement importants. On est dans un laps de temps qui est assez court. Si la région de Québec pouvait passer dans un palier orange, on sait que des sports de cette nature-là, des sports avec contact proche, la saison, au fait, je pense que je vais être assez rabat-joie. Là, la situation risque d'être passablement terminée pour ce qui est de la pratique attendue. J'espère tellement me tromper, là, mais je serais pas surpris là, qu'en ce qui concerne le sport de cette nature-là, ce soit plus difficile. Mais écoutez, en même temps, c'est comment faire l'effort, comment aider les jeunes à ce qu'ils puissent éventuellement replonger dans des sports qu'ils jugent absolument essentiels pour eux, qui est une partie de leur passion, de leur investissement. Écoutez, encore une fois, espérons qu'ensemble, on va être capable de s'en sortir, que ça finisse par finir pour que, justement, on retrouve un semblant de normalité à cet égard. Docteur Dontigny, merci beaucoup. On se reprend dans quelques semaines. Toujours très gentil. Merci pour la disponibilité et vos réponses. Merci beaucoup. Merci, M. Fillon. Au revoir. Docteur Dontigny, c'est le boss de la santé publique pour la région de Québec. J'essaie de savoir pour la Rive-Sud. Je comprends, je savais que M. Dontigny n'allait pas trop se mouiller là-dessus, mais je vais poser la question quand même. J'ose croire que pour les gens de la Rive-Sud de Québec, donc quand on traverse le pont, qui est une autre santé publique, j'ai comme l'impression que quand on regarde les stats, bon, un petit peu plus au prorata peut-être que Québec, mais quand même, on voit une certaine stabilité également. Donc j'imagine que qu'est-ce qui a été dit là pour la Rive-Nord, parce que finalement, c'est pas des super de bonnes nouvelles. Là. Si on lit entre les lignes, là, il y a beaucoup de... Tu sais, lui, il veut pas se mettre à dos le politique, puis on comprend. Il faut lire entre les lignes. C'est pas lui qui décide de toute façon. La dose, le pire c'est que ça devrait être lui. Ça devrait être lui qui décide. C'est ça qui est le plus triste. Mais la réalité c'est que c'est pas lui. Mais la réalité c'est qu'il y a une game politique au bout de ça. Puis regarde, moi je pense que ce qui fait le plus mal c'est la dernière. Là. Ouais. Aux saisons de hockey sont finies. Ouais, il n'y en aura pas. Là. Moi écoute. Moi le hockey c'est ma vie. Je parle de golf aujourd'hui, je joue au golf, puis je joue plus au hockey depuis 4-5 ans parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais une entreprise, puis je me suis fait mal, puis je me suis dit, à la vitesse qu'on joue encore, même si on essaie de se garder jeune, on vieillit, il y a peut-être un réflexe à un moment donné qui fait que je peux me faire mal, puis que je peux perdre mon gagne-pain, puis perdre mon entreprise, puis mettre ma famille dans le trouble. Donc, j'ai arrêté pas parce que j'ai pas le goût, c'est mon sport. Tu sais, tout le monde pense que Jeff, lui, c'est le golf. Non, mon sport, c'est le hockey. Moi, ça a été ça toute ma vie. C'est le cœur de ma vie. De penser qu'à 14, 15, 16 ans... Tu te vois jeune à l'âge... ça. Que je peux pas aller à la patinoire dehors, que je peux pas jouer. C'est ma vie. Ça a été ma vie. C'était ma vie, c'est mes chums, c'est les gars avec qui je jase encore aujourd'hui, c'est les gars avec qui on s'échange des patentes sur j'ai trouvé un vinyle de tel groupe, de telle affaire que j'avais, je vais te le cacher. C'est tous mes chums de hockey. Ça a été ma vie. On n'aurait pas été capable de faire ça. On n'aurait pas été capable de faire ça. Les jeunes d'aujourd'hui, ils en mangent une sincère. Vous êtes tellement cool là-dedans, puis je sais qu'ils ont mal. Mais ils sont cool, c'est l'enfer. Jamais on arrêtait de même. D'abord, on était peut-être un peu plus nono, un peu plus baveux, un peu plus insouciant. On était d'une autre époque. Mais jamais on n'aurait été capable de nous empêcher de faire le sport qu'on aime tellement. Tellement, c'est le cœur de notre vie. Là, j'ai mal. C'est même pas moi, j'ai mal pour mes filles. Ouais. J'ai mal pour les jeunes. Puis, tu sais quoi? J'y en veux pas. Il a été honnête de nous le dire. Parce que si on avait demandé ça à un ministre, il nous aurait pas répondu. Il aurait patiné. Bon, il aurait dit, longueur d'espoir. On s'en parle dans une semaine. On s'en parle. On va s'en parler. Je sors de raccrocher pour pas dire non, là. Oui, c'est ça.
sais. Lui, il l'a dit, oubliez ça, là. D'après moi, c'est. Ouch! Mais tu sais, beaucoup de jeunes, moi, je pense à. Tu sais, moi, le hockey, moi, j'ai joué au hockey jusqu'à temps que plus personne veuille de moi, sauf les ligues de garage. Puis moi, j'étais toujours un pied sur le bum, puis tu sais, ça m'a gardé dans une genre de ligne, le hockey. Là. Je comprends. Oui. Aller aux pratiques, aller au game. Sinon, je veux dire, moi, tu m'aurais dit un an plus de hockey à l'âge de 16 ans. Écoute, je tombais, là. C'était Moi aussi. drogue, Moi aussi. puis Moi, je l'aurais échappé bien raide. Je l'aurais échappé. Tu sais, ça te garde toujours un peu sur une espèce de ah oui, c'est vrai, faut que je reste un petit peu en forme, j'ai ma game. J'aurais mis de Labrador dans mes céréales. J'aurais mis de Labrador Ben dans mes oui. Sugar Crips. Labrador. Puis je les comprends, C'était la les plus forte. jeunes. Ils sont tous en Oui, c'est la plus dépression. forte. Oui, elle était à 6,2. Ouais, mais elle avait une petite patente dorée, là. Elle avait Oui. le petit papier d'aluminium doré sur le tour. La Oui, bière de c'est vrai. luxe. Et la caisse était sur le Dedelon. C'était oui. rangée de 2, oui, avec une poignée. Le Brador des céréales. Ouais, Ben, il y en ça a aurait fini de même. ben, moi, je te dis qu'il y en a des gens, tu sais, peut-être pas, parce que ça, c'est plus le brador des céréales, peut-être plus des années 70 au Saguenay, Lac-Saint-Jean, là, mais des jeunes qui l'échappent, là, ils vont en avoir en taboire. Pas drôle, Oui. là. Ouais. Ils ont Ça fait plus mal, rien. ça fait mal, ça fait mal. Mais merci de son temps, garde. Puis je comprends que il est entre l'arbre et l'écorce parce que, tu sais, puis il m'a surpris. Il me dit, non, Région Rouge, nous autres, on l'appuie. C'est bon, je comprends plus rien parce que on l'avait l'audio. J'aurais pu Je le faire l'ai. entendre, mais anyway, regarde, fais-le jouer, l'audio. Je l'ai, on écoute. Lorsqu'on va évaluer le fait de passer à une zone orange, ben ça va signifier qu'on persiste, puis là j'insiste là, qu'on persiste à moins de 75 cas par jour. Au moins une semaine, c'est de voir est-ce que ce phénomène-là est correct, est-ce qu'il est assorti d'autres indicateurs. On l'a soulevé, un des indicateurs qui est majeur, c'est le nombre de personnes qui sont hospitalisées. Donc, est-ce que cela descend d'une manière qui est importante puis qui fait en sorte que la situation est beaucoup plus sous contrôle? Donc, plus d'une semaine à moins de 75 Là, cas ça fait par 9 jour. jours contre la 61 cas en moyenne par jour. Ouais, c'est ça. Donc, leur barème a changé. Ben, moi, Moi, je pensais que c'était politique. Je pensais qu'elle allait me dire, je pensais qu'elle allait pas me répondre. Je pensais qu'elle allait me dire, écoutez, nous, on avait des barèmes, puis oui, mais ça peut changer, tu sais, pour protéger le politique. J'aurais compris. Mais non, il m'a dit, non, tout on est d'accord avec ça. Ça m'a surpris. Ça, je suis obligé de mais te dire il que a ça m'a pas surpris. dit c'est notre call. Tu comprends? Moi, je le sais que ça vient d'en haut. Eux autres, ils peuvent dire après, oui, OK, bon, on est d'accord quand même. Tu sais, on y va dans la prudence, comme d'hab, Jeff. Là, c'est tout le temps excès de prudence. Toujours. On y va toujours de même. Ouais. Pour faire une pause, le temps a passé vite, puis on a beaucoup de choses. Qui s'en vient après? Hein? Là, je viens comme d'être déstabilisé avec la dernière T'aimes réponse. ça, le hockey, on va en parler. C'est Dan. Oh, c'est Dan. Nous autres, Dan, on va parler de ça avec Dan, c'est sûr. Regarde, on vient tous du même fond. On vient tous de cette patente-là. C'est ça qui nous a formé le plus. On pense aux jeunes. Regarde, j'ai mal pour eux autres, j'ai mal pour mes filles, j'ai mal. Tu sais, nos filles à l'école, là, tu sais, un matin, il est arrivé de quoi, ma fille, au cégep? Tu vois bien qu'ils sont à fleur de peau parce qu'ils ont une vie misérable, je vois le faire. Tu sais, ils voient tout plus gros, tout est plus compliqué, Pourtant, moi, j'ai pas des filles qui c'est dur à l'école, là. Je suis chanceux de ce niveau-là, mais tu vois qu'il arrive plein d'affaires parce que ils ont une vie complètement déséquilibrée. Ils sont devant un écran à longueur de journée à suivre des cours avec des profs qui leur donnent le minimum. Tu sais, c'est une vie de misère, ça. Voyons donc. Tu sais, à un moment donné, il va falloir mettre ça dans la balance, puis il va falloir mettre beaucoup de poids là-dessus. Je pense qu'on le met dans la balance. Mais d'après moi, ce qui représente les jeunes, on a mis une plume. Non, dans la balance, ça bouge pas bien. Mettre une plume, ça, c'est jeune. C'est qu'une plume, ça balance. Finalement, la balance bouge pas. Christy, mettez des poids pour représenter les jeunes. Parce que là, à un moment donné, il faut s'occuper d'eux autres au plus ciboire. Est-ce qu'ils votent eux autres, les jeunes? Ils votent pas, puis ils payent pas bien de TVQ. Ben, l'affaire, c'est qu'ils ont 12, 13, 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils votent pas, là. Ils n'ont pas le droit de voter. Fait qu'eux autres, s'il y a J'ose croire que c'est pas ça. Hein? OK. J'ose croire que c'est pas ça. Ouais. OK. Jerry. Ah non. Dis-moi que c'est pas ça. Là. Dis-moi que c'est pas ça. C'est pas ça. OK. Je fais des idées. OK. Ouais. Merci, Jeff. On se fait une pause, on revient dans un instant. Vous êtes sur Radio X. Jeff Fillion. Radio X.